Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'algèbre secondaire 4 SN. Nous allons faire un survol de l'ensemble de l'algèbre que vous devriez connaître et maîtriser avant d'entamer SN4 et aussi au cours de l'année quatrième secondaire en SN. Donc voici le plan de la séance. On va discuter des expressions algébriques de façon générale et on va aborder le vocabulaire qu'il faut connaître. Ça ne sera pas très long. Par la suite, on va parler de monômes, binômes, trinômes et de polynômes. Par la suite, on va parler de la simplification et des termes semblables. Donc, jusqu'à maintenant, ce serait des notions secondaires 3 pas mal. Ensuite, on va parler de la distributivité. Donc, c'est la distributivité de la multiplication sur l'addition. Et puis, on va voir comment ça s'applique et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Ensuite, on va faire une revision ou un rappel des lois des exposants qui ont été vues normalement en secondaire 3. Et par la suite, on va parler de la division d'expressions algébriques, donc la division à crochet. Donc, on va parler aussi de la division simple, c'est-à-dire lorsqu'on peut faire des simplifications et qu'il n'y a pas de crochet. On va terminer avec des problèmes typiques d'algèbre de secondaire 4 SN. Ce vidéo est préalable, dans le fond, aux vidéos sur la factorisation, donc il vient avant le vidéo sur la factorisation. Et nous ne couvrirons pas les fractions rationnelles. Les fractions rationnelles seront couvertes par la suite, après la vidéo sur la factorisation. Donc, il y a une autre vidéo aussi après celui-ci sur la simplification des racines que je vous recommande fortement d'écouter. Et dans lequel vous allez apprendre à simplifier des expressions qui contiennent des racines carrées, quelque chose qui va vous être très utile si vous désirez poursuivre vos études dans une direction scientifique quelconque. Donc, on va commencer. Première section, les expressions algébriques. Donc, expressions algébriques. Donc, la première chose dont on va discuter ici, c'est le vocabulaire de base. Si on a une expression algébrique, par exemple, si j'ai l'expression 21x7y3 z, eh bien, cette expression-là peut être suivie de plusieurs autres, séparées par des plus et des moins. Par exemple, si on pourrait avoir 5x2y4 et puis moins 10z6. Donc ici, on a trois expressions ou trois termes que je vais souvent utiliser le mot terme pour signifier une entité qu'on nomme en mathématiques un monôme. Donc ici, en orange, je viens d'encercler ce qu'on écrit et ce qu'on appelle des monômes. Et lorsqu'il y a plusieurs monômes comme ça porte des noms comme binôme, trinôme, polynôme. C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Une expression algébrique est donc composée de monômes. Comment on fait pour reconnaître les monômes ou les termes? C'est que ils sont séparés par des opérateurs plus ou moins. C'est assez simple. Donc ici, on voit qu'il y a un plus. Donc le plus est à percevoir comme une espèce de séparateur qui crée une distance entre les deux monômes. Même chose pour le moins qu'il y a ici. On pourrait s'imaginer que ça, c'est un plus moins 10. Ce serait la même chose. Si on fait plus moins quelque chose, c'est comme si on faisait moins quelque chose. Donc, c'est comme si on pouvait avoir ce plus-là ici et qui crée une séparation entre les deux derniers monômes. Et c'est très important, ce concept-là en mathématiques, dans lequel le plus ou le moins, qui peut être vu comme un plus-moins. Okay? Donc, le plus crée une distance et détache les termes les uns des autres. Okay? Tandis que la multiplication, elle, a une espèce de force magnétique qui fait que les termes sont attachés et agglomérés dans un seul tapon, dans un seul paquet, qu'on va appeler un monôme. Okay? Donc, c'est extrêmement important et ne vous faites pas avoir si une expression est écrite. Je vais l'écrire en noir, là. Mais si une expression est écrite comme ça, et qu'ici vous avez un fois, et vous avez ça, ici vous avez un autre fois, moins 10z6. Des fois, les z, je vais mettre une petite barre comme ça là, pour vraiment les distinguer. Vous voyez, j'ai mis une barre ici.
Okay, c'est pour me distinguer mes Z de mes 2 que je fais ça. Okay? Donc, ça ici, cette expression-là que je viens d'écrire, est-ce que c'est un monôme ou plusieurs monômes? Donc, je vous laisse y réfléchir un instant, voir si vous avez compris ce que j'explique. Et ceux qui ont répondu que c'est un monôme ont raison. Donc, cette fois-ci, on ne doit pas se dire, OK, mais ici c'est un monôme, ici c'est un monôme, et là c'en est un. Non, c'est faux. C'est pas parce qu'on a mis des opérateurs entre eux et qu'on a mis des espaces entre eux que tout à coup ils sont séparés. Non. C'est l'opérateur en tant que tel qui détermine s'ils sont agglomérés, donc collés ensemble, ou pas. Si vous avez une multiplication, c'est une agglomération, donc on est dans le même monôme. Donc ici, on n'a pas 3 différents monômes, on a un seul monôme. Il pourrait être écrit ce monôme-là comme étant 50 fois 21, quelque chose comme 1050 peut-être. Je vais assez vite là, parce que je ne veux pas sortir ma calculatrice. X9, Y7, Z7, quelque chose comme ça. Donc, on voit que j'ai additionné les exposants des mêmes variables. Donc, 2 plus 7, ça fait 9. Et 3 plus 4, ça fait le 7 pour le Y. Et puis 1 ici pour le Z plus le 6, ça m'a donné ça. Et puis, évidemment, vu qu'il y a un moins, ça ferait moins 1050. OK? X9, Y7, Z7. Et ça, on voit que c'est simplement un monôme. Parfait. Donc, ne faites pas cette erreur, je la vois souvent. Je la vois très souvent. Et aussi dans la distributivité, je la vois souvent. On va revenir à ce concept-là de la différence entre lorsque il y a des multiplications et des additions. Les règles d'algèbre ne sont pas les mêmes. La distributivité ne s'effectue pas de la même manière non plus. Donc, je vais vraiment vous aider à faire le ménage dans ces notions-là. Maintenant, ici, on a un peu de vocabulaire qui serait important de connaître. Par exemple, si on prend notre premier monôme, 21, x7, y3, z. Eh bien, dans cette expression-là, le 21 ici, le 21, on va appeler ça un coefficient. Coefficient. Donc, ensuite, x, y et z, évidemment, ce sont nos variables. Et par la suite, nos exposants, en rouge. Et quand on ne voit pas d'exposant écrit, c'est qu'il est marqué 1. L'exposant est 1. Ces trois-là sont nos exposants. Donc, lorsque je parle de coefficient, c'est le terme qui est devant le monôme. Lorsque je parle d'exposant, eh bien, normalement, je vais spécifier de quelle variable, parce que sinon, c'est pas clair, on ne sait pas de quoi je parle. Mais en général, je vais vous parler d'exposants d'une variable en particulier. Et les variables, évidemment, peuvent être X, Y, Z, pourraient être aussi A, B, C, n'importe quel symbole peut être utilisé pour une variable. En général, on va voir X, Y, Z, W, V, peut-être A, B et C. OK? Donc, c'est la base du vocabulaire dont on a besoin. Maintenant, on va parler d'un monôme, binôme, trinôme, etc. Donc, point 2. Monôme, binôme, trinôme, polynôme. Donc ici, j'ai pas beaucoup de choses à dire. En fait, ce qu'on va faire, c'est terminer le vocabulaire. Lorsqu'on a une seule expression ou un seul terme, on appelle ça un monôme. Donc, si j'ai mon 21, x7, y3, z, ça c'est un monôme. Si on a, ça c'est un monôme, donc monôme ici. On va donner un exemple 1. Un exemple 2, ben, x. L'expression x, c'est un monôme. Aussi simple que ça. Exemple 3. 7. Un chiffre comme ça, c'est un monôme. C'est une expression qui est comme unique et qui est considérée comme un tout en soi. Donc, c'est un monôme. 7, c'est un monôme.
Et on pourrait avoir un exemple beaucoup plus étoffé, comme on a vu préalablement. Quelque chose comme 21 x3 y2. Puis là, on pourrait avoir fois, ici, on pourrait avoir 12 x 3 y 18 z 10. Ça, c'est un monombre. OK? Donc, pourquoi? Ben, la même raison que j'ai expliqué précédemment. On a ici une multiplication. Donc, puisqu'on rencontre jamais un plus ou un moins, OK? Mais comme je vous ai dit, le moins peut être vu comme étant plus, moins quelque chose. Donc, si on rencontre jamais un plus ou un moins, on change jamais de monombre. Ça va? OK. Donc, binôme. Il y a un binôme, un monombre, on va dire, c'est un terme. J'appelle ça un terme, OK? Un terme, c'est un monombre. Ensuite, deux termes. Si j'ai deux termes indépendants, par exemple, si j'ai l'exemple 1, si j'ai x plus 1, c'est un binôme. OK? Exemple 2, si j'ai x2 plus 3x, c'est un binôme. Pourquoi? Il y a le plus, vous voyez? Ce plus-là va toujours être présent. Je ne peux pas vous écrire un binôme sans mettre quelque part un plus ou un moins en deux termes ou deux monombres. OK? Donc, par exemple, si on avait 18x6 y5 moins 5x yz. Mais ça aussi, c'est un binôme. OK? Donc, les binômes, on va toujours voir ressortir un plus ou un moins entre. On va travailler beaucoup avec des binômes et des trinômes. Donc, trinôme, c'est trois termes, ou c'est trois monombres. J'utilise beaucoup le mot terme au lieu de monombre parce que ça fait un peu moins scientifique, compliqué pour rien. Donc, j'utilise le mot terme souvent comme étant synonyme de monombre. OK? Donc, trois monombres. Un exemple, qu'on va voir des choses souvent comme ça, x2 plus par exemple 8x plus 16. C'est un trinôme. Exemple 2, on pourrait avoir une grosse expression très complexe, ou on peut avoir quelque chose d'un peu plus... quelque chose comme ça, c'est un trinôme. OK. Exemple 3, on va faire attention un peu. On pourrait avoir quelque chose comme ça. OK, ici, on a-tu un trinôme ou pas? Eh bien oui, on a un trinôme parce que même s'il est écrit 4 termes, on voit que le terme qui est ici et le terme qui est ici sont ce qu'on va appeler des termes semblables. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce qu'on s'en va vers la prochaine section? Donc, 17x, y6 et moins 5, y6x, on voit qu'ils portent les mêmes variables, x exposant 1 et y exposant 6. Donc, ces deux expressions-là sont ce qu'on appelle des termes semblables et peuvent être simplifiés ensemble. Donc, on prend le coefficient 17, fait qu'on a 17 fois ce terme et on en enlève 5 fois la même chose. Donc, il va en rester 12. Donc, le résultat, ça va être 12 x, y6 plus 6x moins 12y. Et on voit bien qu'on avait un trinôme. OK? Donc, des fois, il peut y avoir des petites pognes, mais en général, c'est pas là-dessus qu'on pourrait dire, qu'on évalue des élèves ou qu'on fait perdre des points. C'est vraiment, on est en train juste de définir des concepts. Puis un polynôme, ça va être plus de 3 termes.
Donc, un polynôme, ça pourrait être aussi simple que x3 plus 3x2 plus x moins 7. C'est un polynôme parce qu'il possède plus de 3 termes. D'accord. Maintenant, il nous reste la notion d'ordre d'un polynôme. À voir. Et le degré d'un monôme. Donc, en général, on va définir l'ordre d'un polynôme par le plus grand degré des monômes qu'il compose. Donc, le degré d'un monôme, ça va être la somme des exposants sur ces variables. Si je prends une expression comme celle précédente, x à la 3 plus 3x à la 2 plus x moins 7, eh bien, si je veux savoir le degré des monômes, c'est la première chose que je dois faire pour trouver l'ordre du polynôme. Je prends les exposants des variables, donc le x est exposant 1. Donc, ce monôme-là est de degré 1. Ça, c'est degré 2. Et ça, ici, c'est degré 3, à cause que l'exposant, c'est 3. Donc, je prends la plus grande réponse, ça me donne que le polynôme est d'ordre 3. Évidemment, on pourrait avoir des polynômes avec des combinaisons de variables quelconques. Et là, ce serait la même chose, sauf qu'il ne faut pas oublier d'additionner l'ensemble des exposants présents sur les variables. Donc ici, on aurait un degré 3. Ici, on aurait un degré 3. Parce qu'ici, j'ai 1, donc 2 plus 1, je fais 3. Puis ici, on aurait un degré 5. 3 plus 2, je fais 5. Ce qui ferait que l'ordre est 5. L'ordre du polynôme. OK? Donc, c'est des petits concepts du vocabulaire qui pourraient... on pourrait utiliser d'autres termes. Dans certains manuels, j'ai vu qu'on n'utilise pas toujours les mêmes termes, mais il est important que je pense que vous compreniez globalement ces concepts, mais c'est plus l'application des règles d'algèbre qui va vous faire gagner le maximum de points. Donc, on enchaîne. Par la suite, on voulait parler de la simplification et des termes semblables. Donc, lorsqu'on a une expression algébrique 3, simplification, puis là, on parle vraiment de termes semblables. Donc, lorsqu'on a une expression algébrique, on cherche toujours à la simplifier. En fait, le module de factorisation qu'on fait par la suite à cette vidéo, l'objectif, c'est de factoriser des expressions. Pourquoi est-ce qu'on vous enseigne à factoriser des expressions? C'est parce qu'une fois que les expressions sont écrites sous forme de facteurs, on peut effectuer de la simplification, donc réduire la complexité des expressions algébriques. Je vais vous donner un exemple. Si j'écris 36 sur, disons, sur 22. Eh bien, 36 sur 22, c'est des gros chiffres. Et au primaire, on a appris à réduire ces chiffres-là. Ils ne sont pas si gros que ça, là, mais ils pourraient être plus petits. Ça veut dire que cette fraction-là pourrait être réduite. Puis si elle était réduite, on en viendrait à travailler avec des moins gros chiffres. Puis ça nous simplifierait nos calculs. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que, vu qu'on a des calculatrices, ça va bien, dans le sens que même si le chiffre est gros, la calculatrice n'a pas plus de difficultés. Mais l'idée derrière la simplification d'une fraction, c'est la même idée qu'on veut appliquer dans l'algèbre. C'est pour ça qu'on apprend à faire de la factorisation, c'est qu'on veut simplifier des expressions pour les rendre moins grosses. Comme on voulait rapetisser les chiffres, on veut rapetisser des expressions algébriques. Donc, comment on faisait pour rapetisser ces expressions algébriques-là? Ben, on se disait, 36, c'est, par exemple, ces facteurs, c'est quoi? Ben, c'est 1 puis 36, c'est 2 avec 18,
c'est 3 avec 12. Puis là, il y en a d'autres, là. Je manque de place. Là, il y a 4, 9, puis il y a 6. 6 fois 6, OK? Donc, 22, ça c'était 36. 22, c'est diviseur, c'est 1, 22. 2 avec 11 font 22, puis c'est tout, je pense. OK? Donc, la chose qu'on peut se poser comme question, c'est ont-ils un diviseur en commun? Puis on voit qu'ils ont 2 en commun. OK. Ça veut dire qu'on peut écrire ça comme étant 2 fois quelque chose qui est 11, puis ici 2 fois quelque chose qui est 18. Le fait d'avoir écrit sous forme de ces facteurs, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les deux se cancellent. Et qu'on obtient 18 sur 11. Et l'expression 18 sur 11 est plus facile à manipuler, puis c'est plus facile de travailler avec cette expression-là que de travailler avec l'expression 36 sur 22. Imaginez si l'expression était très très grande pour rien, c'est beaucoup plus facile de travailler avec sa fraction réduite. Et donc, c'est l'idée de la factorisation. Maintenant, nous, on est un petit peu avant ça dans notre démarche. Pour l'instant, on veut simplement reconnaître les termes semblables et les mettre ensemble. Donc, une expression algébrique de ce type. Peut être amenée à une expression plus simple lorsqu'il y a des termes semblables, par exemple ces deux termes ici. Et comment sont caractérisés les termes semblables? Ça veut dire comment on le sait qu'on a des termes semblables. Je suis pas mal sûr que la plupart d'entre vous le savez. Donc, première chose, il faut avoir les mêmes variables. Exactement les mêmes variables. Il ne faut pas qu'il en manque. Et les mêmes exposants. Ça prend les mêmes exposants sur les variables. Donc, non seulement il faut avoir les mêmes variables, mais il faut aussi avoir les mêmes exposants sur ces variables-là. Et c'est ce qu'on a appelé des termes semblables. Et ça nous permet de les mettre ensemble et de les simplifier. Ce qui est important à noter, c'est l'ordre des variables ne compte pas. L'ordre des variables ne compte pas. Que si vous voyez l'expression xy plus yx, ça donne 2xy. Donc, on a fait le 1xy plus 1. Fait que 1 plus 1, ça nous a donné 2. L'ordre n'est pas significatif, n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir les mêmes variables et les mêmes exposants. Donc, si on regarde notre expression en haut, j'ai encerclé les deux termes semblables en orange et ces termes-là vont se simplifier ensemble. Puis pour se simplifier, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de prendre les coefficients. Vous vous souvenez, c'est quoi le coefficient? C'est ça ici. Et d'effectuer l'addition ou la soustraction nécessaire de leur coefficient. Donc, dans ce cas-là, je vais faire 6 moins 3, ce qui va me donner 3. Donc, le résultat de cette expression serait 2x2y. Lui, j'y ai pas touché. Et j'ai obtenu plus 3xy au niveau de mes termes semblables qui se sont simplifiés. Donc, on va faire un exemple ou deux, juste pour être certain, puis on va passer à la suite. Donc, si j'ai l'expression 6 x3 y2 moins x y3 plus 6 y3 x moins 2x 3y2. Donc, la première étape ici, c'est de se poser la question, y a-t-il des termes semblables? Donc, on regarde les variables, et puis on fait, OK, le premier terme, x est exposant 3. Est-ce que j'en ai un autre que x est exposant 3? Ah oui, je remarque que le dernier terme ici, x est exposant 3. Et le premier terme, son y est exposant 2. L'autre aussi, son y est exposant 2. Donc, les deux sont semblables. Ce que je vais faire, c'est les souligner de la même manière, ou les encadrer, ou les encercler de la même manière. Donc, puisque je dispose de couleurs, ben, je vais simplement les souligner de la même couleur.
Ces deux-là sont semblables. Avec votre crayon à mine, vous n'avez pas toutes ces couleurs, vous pouvez simplement encadrer, vous pouvez décider que d'autres termes semblables, vous allez les encercler, vous pouvez décider que d'autres termes semblables, vous allez les souligner, et normalement c'est suffisant, il n'y a jamais bien plus que trois termes semblables, trois différents types de termes semblables, c'est rare qu'il y en ait plus que ça, donc en général, on s'en sort avec ça. Donc, je vais regarder si j'ai d'autres termes semblables. L'autre terme, c'est x, y3. Et l'autre, c'est y3x. Vous voyez, je ne regarde même pas les coefficients, parce que les coefficients n'ont évidemment aucune importance pour déterminer si c'est des termes semblables ou pas. La seule chose qui compte, c'est les variables et leur exposant. Donc, x, y3 et l'autre, y3x. Ce sont des termes semblables, puisque l'ordre n'est pas important. Les deux sont semblables. Ceux-ci, je vais les encadrer. Vous remarquez que j'encadre toujours le signe devant l'expression. Donc ici, là, j'ai encadré le moins qu'il y a là. Ce moins-là, je l'ai encadré là. Parce que ce moins-là appartient au monombre x, y, 3. Et si je ne l'encadre pas, et que je déplace les monombres, quand vous déplacez un monombre, il doit se déplacer avec son signe. Donc s'il y avait un moins devant, vous traînez le moins avec, là. Donc, c'est très important de toujours prendre le signe qui va avec le monombre. Si c'est un plus, c'est pas grave parce que ça change rien. Mais si c'est un moins, il faut qu'il transporte son moins. Sinon, vous pouvez tout changer la valeur de l'expression et avoir une erreur. Donc, le mauve, ici, là, lui doit avoir son moins si jamais je le déplace. Si on fait ça au long, puis qu'on fait ça vraiment étape par étape, on va se retrouver à réécrire les termes semblables les uns à côté des autres. Donc, je pourrais réécrire le premier terme ici. Puis, je pourrais venir mettre le terme mauve juste à côté. Donc, je le déplace avec son moins. Moins 2, x3, y2. Ensuite, je pourrais venir mettre lui ici. Donc, lui, il vient avec un plus devant. Plus 6y3x. J'aurais pu réaligner mes variables aussi. Hein? Quand vous réécrivez une expression, une chose que je vous recommande, replacez les variables en ordre alphabétique. Donc, x vient avant y, donc on le place avant. Comme ça, vous allez facilement reconnaître vos termes semblables. Donc, j'ai placé ce terme-là, et puis le dernier, je le déplace avec son moins. Ça fait moins x, y3. Maintenant, c'est très clair. Mes termes semblables sont un à côté des autres et j'ai replacé l'ordre de mes variables. Donc, on le fait au début parce que ça nous permet de vraiment saisir ce qui se passe. Une fois qu'on est à l'aise, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre tête et puis on écrit juste le résultat des fois que ça nous a donné. Mais au début, je vous recommande vraiment de prendre votre temps. Si vous avez de la misère avec l'algèbre, c'est peut-être parce que ces étapes-là, vous les avez sautées trop rapidement, vous les avez pas complètement réussies ou maîtriser, puis là, vous êtes allé vers des nouveaux concepts, puis la base est pas assez solide. Donc, recommencez tranquillement la base, prenez votre temps, placez vos termes ensemble, réalignez vos variables, puis vous allez en venir à bout. Maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est de soustraire ça, les coefficients. Dans ce cas-là, on les soustrait. Ici, c'est un 1 puisqu'il n'y a rien d'écrit. Je prends une petite gorgée d'eau si ça ne vous dérange pas. Donc, c'est ça. Quand il n'y a rien d'écrit devant l'expression, le coefficient, c'est nécessairement 1. Maintenant, si on soustrait 6 moins 2, ben, ça fait 4. On fait simplement réécrire le groupe de variables. Et par la suite, plus, si je fais 6 moins 1, ça fait 5, x, y, 3. Donc, vous voyez l'idée derrière la simplification mais des termes semblables. Cette idée-là, évidemment, peut être poussée très loin, très très loin. Je vais vous donner un exemple du genre de choses que vous pourriez voir cette année comme exemple un peu bizarre. Et puis, ouais, c'est ça. Je suis en train de réfléchir là. Je pense qu'il est dans mon téléphone cet exemple-là. Mais je peux en inventer un qui est similaire. Par exemple, si vous avez un truc comme ça. Ça, tu peux écrire 18, puis ici pour avoir 6.
rapetisser un petit peu. OK, donc on a cette expression-là ici. Donc ici, c'est une belle expression avec un paquet d'affaires. Puis là, on se demanderait quoi faire, évidemment. La première étape dans un problème comme ça reste encore de se poser la question, est-ce qu'on peut mettre ensemble des termes semblables? Évidemment, on va parler tout de suite après. Donc ce problème-là nous amène à ce qu'on va parler après. Là, on va parler tout de suite après de la distributivité, donc de l'idée de multiplier ça par ça, ça par ça, ça par ça, ça par ça, et de finalement faire disparaître ces parenthèses. Mais cette idée-là amène des gros problèmes dans le sens que l'expression devient plus lourde, elle devient plus lourde et elle devient plus complexe la plupart du temps. Et on détruit la factorisation en faisant ça. Donc en ce moment, l'expression est déjà plus factorisée que si on distribuait toutes les parenthèses. Donc si on a une grosse chose comme ça, on pourrait peut-être juste regarder si on peut faire une mise en évidence simple. Mais une autre chose qu'on pourrait regarder, c'est a-t-on des termes semblables? Et souvent, on va oublier de regarder ça dans une grande expression comme ça. Et je vous laisse y réfléchir. A-t-on des termes semblables dans cette expression-là? Et où sont les termes d'ailleurs? Avez-vous compris la notion comme il faut? Où sont les termes? Combien il y a de termes là-dedans? Ou de monômes? Donc, je vais les encercler. Le moins va dans l'expression ici, là. Je vais juste le reprendre. Donc, en gros, il y a 4 termes là-dedans. Si ça vous apparaît pas clair, vous devez voir que les parenthèses pourraient être remplacées par une seule variable. Par exemple, on pourrait faire des substitutions. Puis on pourrait dire, ben, la parenthèse qu'il y a là, je vais l'appeler W. Fait que W, c'est X plus 3. Puis par exemple, la parenthèse qu'il y a là, je vais l'appeler V. Puis V, c'est X moins 2. Puis là, le premier terme deviendrait simplement 18 W au carré fois V. Et là, vous voyez que ça, c'est bel et bien un monôme. Donc, qu'est-ce qui caractérise que c'est un monôme? C'est les multiplications. 18 est multiplié par une première parenthèse, qui est multipliée par elle-même, qui est multipliée par une deuxième parenthèse. Donc, ces multiplications-là font que c'est tout attaché ensemble et qu'on ne peut pas séparer ça. Et donc, que c'est une entité. Et donc, que c'est un monôme. Donc, on pourrait faire la même chose partout. Et si on définit cette parenthèse-là comme étant A, ça serait X moins 1. Et puis B, disons, c'est 2X plus 3. Mais le deuxième terme deviendrait 6AB. Le troisième terme deviendrait moins 10. 2X plus 3, c'est B. X moins 1, c'est A. Ensuite, ici, bien, on pourrait avoir différents noms. Ça pourrait être P, ça pourrait être Q. Et donc, on aurait plus 7 PQ. Et si on regarde ça, on voit bien qu'on a 4 monômes. OK? Donc, vous voyez que ça, vous allez être appelé à être confronté à des... si vous avez un bon programme, vous êtes à une bonne école, vous avez un bon professeur, vous allez être appelé à être confronté à des grosses expressions comme ça et à être capable de comprendre la différence entre lorsque les termes sont attachés par une multiplication et lorsque les termes sont attachés par une addition. Donc, quand il y a une addition, ils sont en fait pas attachés les uns les autres. Par contre, si l'addition est dans une parenthèse qui est attachée par une multiplication à quelque chose d'autre, comme ici, on voit bien ici, par exemple, l'addition qu'il y a là, est dans la parenthèse. Donc, est prisonnière à l'intérieur d'une entité fermée. Donc, elle n'a pas l'effet de détachement
à moins que tu sois dans la parenthèse. Là, dans la parenthèse, oui, dans cette parenthèse-là, si tu regardes pas à l'extérieur, tu es dans la parenthèse 2x plus 3, ben oui, dans cette parenthèse-là, il y a deux monombres ou c'est un binôme. Mais si tu regardes l'ensemble, la parenthèse, elle peut être vue comme étant juste une variable, tout simplement. OK? Parce qu'étant en parenthèse, ça devient une entité qu'on pourrait dire comme atomique. C'est pogné ensemble, cette affaire-là. Donc, ici, on voit bien qu'on a des termes semblables parce que AB et puis BA, l'ordre ne compte pas, donc c'est la même chose, ces deux choses-là. Et ça va donner moins 4 AB. Puis là, bon, on pourrait réécrire l'expression en venant remplacer nos variables par ce qu'ils valent. Mais vous voyez l'idée de associer des termes semblables, ça nous amène jusque-là. Donc, c'est bien. Donc, on a terminé pour les termes semblables. Maintenant, on va parler de distributivité. Je dois vous laisser un instant. Je reviens dans un instant. Ne partez pas. Bonjour. Donc, nous allons continuer. Maintenant, nous allons parler de la distributivité. Donc, en fait, la distributivité, ce n'est pas... disons que ça ne dit pas tout, ce mot-là. Ce qu'il faudrait dire pour dire tout, c'est la distributivité. Distributivité de la multiplication sur l'addition. En fait, c'est ce qui se passe ici, c'est qu'on a une distributivité, c'est une propriété mathématique qui n'est pas juste vraie dans l'algèbre, qui est vraie tout le temps. Donc, dans les règles d'arithmétique, si on a par exemple 3 fois 7, vous êtes d'accord avec moi, ça fait 21. Mais si on avait écrit 7 comme étant 3 plus 4, eh bien, il faut que ça fasse encore 21. Mais vu que la multiplication se distribue sur l'addition, on va avoir 3 fois 3 plus 3 fois 4. Donc, on voit que le fois, qui était présent à un seul endroit, s'est distribué sur la somme. C'est pour ça qu'on dit que la distributivité de la multiplication sur l'addition, c'est le fois qui est allé aux deux places. Lui qui était là, il est rendu à deux places. Puis le plus, lui, il n'a pas changé de place, le plus. Il est encore entre les deux éléments. Donc, si on fait 3 fois 3, ça fait 9. Puis si on fait 3 fois 4, ça fait 12. Et 9 plus 12, ça fait évidemment 21. Puis on voit bien que les résultats sont identiques. La même propriété s'applique dans l'algèbre. Donc, si on a 2 fois en parenthèse x plus 1, bien on va faire 2 fois x et 2 fois 1, ce qui donne 2x plus 2. On a fait notre distributivité.
Donc, on va parler maintenant de différents cas qu'on peut rencontrer de distributivité. On peut multiplier un monombre par un monombre. Qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Donc, on va essayer différents cas. Il y en a environ 4 qu'on va rencontrer plus souvent. Donc, premier cas, c'est peut-être un peu trop petit les lignes là, pour moi. Donc, différents cas. 1. Monombre fois monombre. Ben, dans ce cas-là, il n'y a vraiment aucune distributivité. Tu sais, il y a comme aucune distributivité. Pourquoi? Ben, mettons que j'ai un monombre. 4x2y. Je le multiplie par un autre monombre. 3xy2. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit précédemment, si vous avez écouté la vidéo en entier? Puisque tous les éléments ici se multiplient entre eux, ben, la multiplication a un effet magnétique où ce que tout s'attache ensemble et s'agglomère dans un seul monombre. Donc en gros, on ne distribue pas. On fait juste, dans le fond, multiplier les coefficients puis additionner les exposants des variables. C'est tout ce qu'on va faire. On n'a pas à multiplier le 4x2 plus y sur tous les éléments. Non, ça se fait automatiquement quand on multiplie les coefficients et puis qu'on additionne les exposants des variables. Parce que si on écrit ça au long, là, vous allez le visualiser, j'imagine, si je l'écris au long. Ça, c'est 4 fois x fois y fois 3 fois x fois y fois y. Puis là, on a le droit d'enlever la parenthèse parce qu'il n'y a pas... il y a l'associativité de la multiplication, qui est une propriété qui fait que la parenthèse, peu importe où ce qui est placé dans une multiplication, on a le même résultat. C'est-à-dire que si on fait A fois B fois C, puis qu'on place la parenthèse là, c'est la même chose que A fois, on place la parenthèse B fois C. Ça, c'est l'associativité. C'est une propriété, puis ça peut être appliqué peu importe comment il y a d'éléments qui se multiplient entre eux. Ça veut dire qu'on a le droit de changer la parenthèse de place, en gros. Et la parenthèse, finalement, elle n'a pas d'importance dans ce cas particulier, donc elle tombe. C'est pour ça qu'ici, on peut directement l'enlever. Et on se trouve à avoir seulement des choses qui se multiplient ensemble. Quand on a seulement des choses qui se multiplient ensemble, bien, on regroupe les termes qui sont constants, ça nous donne 12, puis on regroupe les variables qui sont identiques, et normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne leur exposant, donc on va trouver x à la 3, et on regroupe les y, et on va trouver y à la 3. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce qu'il ne faut jamais faire, jamais, il ne faut jamais faire, ben le 4, il faut qu'il y aille 4, mettons j'écrirai la patente, 4x2y fois 3xy2. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se dire, ouais, mais le 4, il va aller là, il va aller là, il va aller là. Non, 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 non. Si vous faites ça, oubliez ça, là, ça n'a plus de sens, votre affaire. Parce que là, vous allez faire 4 fois 4 fois 4, fait que c'est comme si vous avez multiplié par 64, alors qu'il fallait multiplier par 4. OK? Donc, faites très attention. La multiplication ne se distribue pas sur la multiplication. Parce que sinon, ça n'aurait plus de fin, cette affaire-là. La multiplication se distribue sur l'addition, puisqu'il n'y a aucune addition dans un monombre fois un monombre. Il n'y a pas de distributivité en tant que telle. On fait juste regrouper les coefficients ou les termes constants, on les multiplie, puis on additionne les exposants des mêmes variables, puis on obtient notre résultat. Donc, faire un exemple encore, juste pour être sûr que c'est très solide. Donc, si j'ai 3, A2B, C4, puis ici j'ai fois 10, tiens, moins 10, A3, B-2, C2. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Eh bien, 3 et moins 10 se multiplient. On obtient moins 30. Donc, les termes qui sont constants, qui n'ont pas de variable, se multiplient. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de...
Là, vous allez me dire, ouais, mais il y a un moins dans cette expression-là. Oui, mais le moins n'est pas l'opérateur moins. Le moins est le signe moins. Donc, ça fait juste nous indiquer que le chiffre 10 est négatif. On n'est jamais en train de soustraire quelque chose. On multiplie 3 par moins 10. C'est ce qu'on fait. On n'est pas en train de faire une soustraction jamais. On multiplie 3 par moins 10. Donc, tout ça, c'est un seul gros bloc. Un monombre fois un monombre donne un monombre. Il n'y a pas de distributivité. On va multiplier ensemble les deux coefficients, donc 3 et moins 10. Et par la suite, on va aller mettre les exposants des variables ensemble en les additionnant. Donc, 2 et 3 ici, ça fait A à la 5. B est à la 1 puisqu'il n'y a rien d'écrit. Et B à la moins 2, ça va faire B à la moins 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. Et C4 fois C à la 2, ça fait C à la 6. Et puisqu'on a un exposant négatif, il faut le ramener au dénominateur en faisant moins 30 A5 B6 sur B. Okay, j'ai ramené au dénominateur parce qu'il y a une loi des exposants. On va y revenir, on va les voir là, bientôt, les lois des exposants. En fait, je vais d'une chose à l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fin de sujet, ça m'amène à mon prochain sujet. On est rendu à la distributivité. Et puis là, on s'en va vers les lois des exposants. Donc, je vais tout vous rappeler ça. On continue. Donc, on voit que le résultat, c'est cette chose. Et cette chose, c'est un monombre. Tout simplement. Oups, il y avait un C là-dedans. C'était C6. Ça, c'était C6. OK, fait cette chose-là, c'est un monombre. Et puis, c'est ce qui règle le cas monombre fois monombre. Maintenant, on va faire le cas monombre fois binôme. Donc, si j'ai un monombre fois un binôme, l'exemple le plus facile qu'on peut voir, c'est, mettons, 2 fois x plus 1. Je l'ai déjà passé, ça donne 2x plus 2. Donc, le 2 se distribue. Ça va? C'est à peu près l'exemple le plus facile. Le 2, c'est un monombre, hein, c'est un seul terme, fois une parenthèse qui contient deux termes, donc fois un binôme. Monombre fois binôme, ça donne un binôme. Okay? Fait que si un monombre, ça contient un terme, puis qu'un binôme, ça contient deux termes, le produit des deux, ça donne deux termes. Oh, ça c'est mon chat, je pense. Binôme. Ok. Aïe, aïe, aïe. Quand il s'amuse, attends déjà vu. Hey, arrête de niaiser. Arrête de niaiser, espèce de mon gars. OK, donc on est dans le cas maintenant. Monombre fois monombre, c'était. On revient aux moutons. OK? Donc, monombre, c'est un terme, fois un monombre qui est un terme, ça donnait un monombre à un terme. Quand on a un binôme fois un monombre, ça nous donne un binôme. Donc, vous voyez, le nombre de termes fois le nombre de termes de l'autre nous donne toujours combien de termes on va trouver dans le résultat final avant simplification. Parce que parfois, on simplifie puis on descend le nombre de termes parce qu'il y a des termes semblables. Ça arrive souvent, en fait. Donc, un monombre fois un binôme, un autre exemple. On pourrait avoir 2xy fois y3 moins z2. Donc, si j'ai quelque chose comme ça, je distribue. Ça va me donner quoi? Ça me donne 2xy fois y3 moins, le moins qu'il y a là, 2xy fois z2. Maintenant, je vais mettre ensemble les exposants des mêmes variables. Donc, y fois y3, ça fait y4. Et moins 2xyz2, ça, je ne peux rien faire. Ça reste comme ça. OK? Donc, vous voyez que la distributivité, c'est l'inverse de la mise en évidence simple. Si je prendrais cette expression-là, ici, puis je voudrais revenir à l'expression-là, ben, je fasse une mise en évidence, ça peut être un M majuscule, mise en évidence simple. Okay? Je verrai, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ben, ce qu'ils ont en commun, c'est 2, x, il y en a au moins 1, puis y, il y en a au moins 1.
Parfait, c'est ce que je mettrai en évidence. Puis j'obtiendrai le même résultat. Un dernier exemple pour le monôme fois binôme. Y6, Z4 fois, ici on pourrait avoir un coefficient, ça pourrait être 3. C'est bon, on pourrait avoir moins 10 YZ2 plus 10 X4Z. Donc, on va encore faire notre distributivité. Premier, ça va être quoi le résultat? Ben là, on va le faire dans notre tête, parce que sinon ça devient long à écrire. 3 fois moins 10, ça fait moins 30. Les Y, ben j'ai Y6 puis j'ai Y, ça va faire Y7. J'ai Z4 fois Z2, ça fait Z6. Ensuite, 3 fois 10, plus 3 fois 10, 30. Ensuite, le Y, il est seul. Le X, il est seul. Donc, le X, il va être là, parce qu'il n'y a personne qui va y ajouter quoi que ce soit. Le Y, il est seul aussi. Les Z, on a Z5. Donc, c'est notre exemple binôme fois monôme. Dernier exemple. Pas dernier exemple. Maintenant, nouvelle catégorie de produits. On peut faire un binôme fois un binôme. Donc, binôme fois binôme, ça va donner quoi? Bien, ça va donner un polynôme qui devra avoir 4 termes. Donc, ça va donner un polynôme. Au maximum, il va y avoir 4 termes, mais souvent, il y a 2 termes qui vont être semblables, puis on va trouver un trinôme. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Si on a x plus 1 au carré, ben c'est x plus 1 fois x plus 1, ça. Puis ça ici, c'est un binôme, puis ça aussi, c'est un binôme, donc on fait une double distributivité. On va se trouver à faire x fois x plus x fois 1 plus 1 fois x plus 1 fois 1. X fois x, ça fait x2. 1 fois x, ça fait x. Plus 1 fois x, ça fait x. Plus 1 fois 1, ça fait 1. On voit ici dans le centre que j'ai deux termes semblables, ce qui va me donner x2 plus 2x plus 1. Et j'ai terminé. Donc j'obtiens un trinôme dans ce cas-là. Normalement, il y a 4 termes, mais puisqu'il y avait 2 termes semblables ici, ça s'est simplifié en un trinôme. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on va avoir les 4 termes, parce qu'il n'y a rien qui va être il n'y a pas de termes semblables qui vont être créés. Surtout quand les deux parenthèses contiennent des choses complètement différentes. Par exemple, si ici j'ai ça, et dans l'autre parenthèse, si j'ai ça, j'obtiendrai 4 termes qui ne pourront pas se simplifier. Donc, le premier produit va être 2z fois 3x, ce qui fait 6xz. Le deuxième produit va être 2z fois p, donc ça fait plus 2, on peut mettre pz. Ensuite, le troisième produit sera y fois 3x, donc plus 3xy. Et le dernier produit sera y fois p, donc plus py. Et là, on voit que je n'ai pas de terme semblable, donc l'expression ne peut pas se simplifier et elle va rester comme ça. Okay? Donc, maintenant, exemple 4, juste un exemple, c'est 3, excusez. Une petite chose à vous faire remarquer. Si jamais il n'y a pas de parenthèse, si on avait 2y, 2z, excusez, dans la même expression là, que précédemment, si on avait 2z plus y fois 3x plus p, bien, s'il nous manquait la première parenthèse, on n'aurait pas le cas binôme fois binôme. Là, puisqu'il y a un plus ici, eh bien, il y a deux expressions complètement indépendantes. Il y a ça et il y a ça. Donc, ici, il y aurait une distributivité d'un monôme sur un binôme. Et ici, on ne pourrait absolument rien faire avec le 2z, il resterait comme ça. Et donc, le résultat serait 2z plus 3xy plus py. Et vous voyez bien que ça et ça,
c'est pas égal, là. Maintenant, s'il n'y avait aucune parenthèse, 2z plus y, puis là, on avait quoi? Ben là, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait de quoi d'écrit, là. Mettons qu'on aurait un produit ici, là, fois 3x plus p. OK, donc si j'oublie les parenthèses, normalement, vous êtes d'accord que dans la première expression, j'avais mis des parenthèses là et là. OK, fait que là, on avait une double distributivité, binôme fois binôme. Mais si on les enlève, ces parenthèses-là, qu'est-ce qui se passe? Mais là, on n'a plus du tout une double distributivité. Les parenthèses, on ne peut pas les enlever. Parce qu'ici, la priorité des opérations ferait qu'on commence par faire la multiplication de ces deux choses-là. Hein, on commence toujours par les... D'abord, la première chose qu'on fait, c'est les parenthèses. Ensuite, on fait les exposants. Mais puisqu'il n'y a rien de ça, ben, on va commencer par les multiplications, division. Puis ensuite, on va faire addition, soustraction. Donc, la première chose qu'on ferait, c'est le y fois le 3x. Ça fait 3xy. Puis ça, on ferait plus p. Il n'y a personne qui va être touché à lui. Puis 2z aussi, il n'y a personne qui va toucher. Puis on obtient encore une fois une expression qui n'est pas égale. Donc tout ça, ce ne sont pas des doubles distributivités, c'est juste pour vous montrer l'importance des parenthèses. Si on n'a pas les parenthèses autour de notre expression, il n'y a pas de distributivité qui s'effectue. Et donc, pas de distributivité, ça veut dire que l'effet de la multiplication qu'on désirait avoir ne s'est pas fait sentir sur tous les termes. Et ça va, je vois souvent ce genre d'erreur, surtout bon, au collège, là, au cégep, là, lorsque les jeunes sont amenés à faire des substitutions, ils oublient de mettre l'élément entre parenthèses. Je vais vous donner l'exemple rapide de ce que je veux dire. Si par exemple, j'ai une substitution en U, et je sais que U est égal à, je sais pas moi, x2 plus 3x, et mon expression dans laquelle je travaille, c'est 6 6 U. Tiens, aussi simple que ça. Si mon expression c'est 6U, eh bien, lorsque je vais aller faire la substitution là-dedans, je vais aller prendre ça ici. Je vais aller le mettre à la place de U. Je vais obtenir 6. Ensuite, je vais obtenir x2 plus 3x. Si je ne la mets pas, la parenthèse, lorsque je fais la substitution, mon 6 ne pourra pas affecter U au complet. Parce que U au complet, c'est ce que je suis en train de mettre entre parenthèses. S'il n'y a pas la parenthèse, le 6, il ne va jamais se distribuer sur le 3x qui fait partie du U. Il va juste affecter le premier terme. Donc, la parenthèse, ici, assure que le 3x va aussi recevoir sa distributivité. Donc, ce genre de subtilité, important à comprendre. Maintenant, le dernier cas dont je veux parler avec vous, c'est un binôme fois un trinôme. Ça, c'est le cas numéro 4, je crois. Je n'ai pas oublié en cours de route. Donc, un binôme, c'est 2 termes, fois un trinôme qui est 3 termes. Ça veut dire qu'on va avoir en gros 6 termes, puis ça peut se réduire. Des fois, on va réduire ça à 4 ou à 4 termes, dépendamment de ce qu'il y a comme binôme et trinôme qui se multiplient ensemble. Donc, ça va souvent donner un polynôme, là. On peut prendre un exemple simple. 2x plus 1 fois x2 plus 2x plus 1. Donc ici, on va avoir 6 sous-produits à faire. Il faut faire 2x fois x2, 2x fois 2x, 2x fois 1. Puis ensuite, il faut faire 1 fois x2, 1 fois 2x, 1 fois 1. Donc j'y vais. 2x fois x2, ça fait 2x3. 2x fois 2x, ça fait 4x2. 2x fois 1, ça fait 2x. 1 fois x2, ça donne x2. 1 fois 2x, ça donne 2x. Et 1 fois 1, ça donne 1. Maintenant, il y a des termes semblables. Ben, il y a lui qui va avec lui. Il y a clairement lui qui va avec lui. Donc, 2x3 plus 5x2 plus 4x plus 1. On a obtenu à la fin un polynôme avec 4 termes, mais il y avait 6 sous-produits. Okay? Ça se peut que je fasse des petites erreurs de calcul parce que je veux avancer et je ne veux pas trop m'en faire avec les petits calculs. Si jamais il y en a, dites-moi dans les commentaires. Maintenant, on va parler des lois des exposants. Donc, un rappel des lois des exposants. Donc, ça va être un rappel assez rapide. Donc, loi des exposants.
Donc, en gros, il y a à peu près, on pourrait dire qu'il y a environ 8 lois environ, là. On peut dire qu'il y en a un peu plus, moins, mais en gros, avec 7 lois, 7-8 lois, on peut pas mal tout faire ce qu'il y a à faire. Il y en a que c'est pas des lois, il y a comme des définitions là-dedans. Par exemple, A à la 0 égale 1, c'est pas vraiment une loi, c'est plus comme une définition. Euh, Par la suite, on a, bon, je pourrais aussi dire que A à la 1 égale A, là, mais c'est sans intérêt, je pense. Ensuite, on a, quand on multiplie la même base, donc ma base, par exemple, si c'est A, si je fais A à la N fois A à la M, j'obtiens la A à la N plus M. Donc, lorsqu'on multiplie la même base, on se trouve à additionner les exposants. Donc, en fait, je crois qu'on va arrêter la vidéo ici. Et puis, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais continuer cette matière. Donc, les lois des exposants, la division d'expressions algébriques simples et à crochet, puis les problèmes typiques d'algèbre, parce que je vois que la vidéo quand même a une certaine longueur. Donc, on va continuer les points 5, 6 et 7 dans la partie algèbre 2 de maths SN. Donc, à bientôt.